Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Salut tout le monde, ici Jeff. Et Steve, bienvenue à la chaîne Les Deux Pions. Et aujourd'hui, Steve, on a un invité hyper spécial. Eh oui! Nul autre que... Je ne sais pas. Non, on ne sait pas. Un clone. Bruno Catala. Bruno Hervé Catala. Grobert. Pour certains. Oui. Bruno Catala, auteur de jeux de renom, célèbre, qui a Connu. Ouais, qui a édité, qui a en fait réalisé, qui a créé quoi, des centaines de jeux maintenant? Pas des centaines, non. Une dizaine? Non, c'est plutôt... Enfin, j'avais fait les comptes l'année dernière parce que je fêtais mes 20 ans de publication. Ouais. Et j'avais eu la surprise de voir que j'avais 150 publications. Donc 150 publications, c'est pas nécessairement 150 nouveaux jeux, parce que j'ai compté dans ces 150 publications les extensions. Pourquoi ? Parce que pour moi, travailler sur une extension, c'est souvent autant de travail que de travailler sur un nouveau jeu. Donc du coup, pour moi, ça veut dire 150 éléments de travail qui ont permis d'atteindre les boutiques. Excellent. Bruno, avant qu'on entre en matière, on s'est dit, bon, on veut te recevoir comme des vrais Québécois. Vrai. On veut se détendre, on veut faire ça très casual, très à la bonne franquette. Donc, on a des petits produits du terroir québécois, du jus de pomme. Donc, toi, es-tu plus type jus de pomme roux ou plus blond, mettons? Ah, moi, ça serait plutôt roux. Plutôt roux, Ouais. Parfait. Donc, tiens, ici, on a un jus de pomme gros pain d'une microbrasserie qui brasse... Du jus de pomme, ouais. Ouais, il micro-brasse son jus de pomme. Donc, puis nous, tiens, on va y aller avec une petite blonde. Donc, La souche est-ce que c'est correct si tu vois la canette? limoilloise. Ah bah oui, c'est Parfait. correct. Bah, Fait que, on y va. attention. Attention. Est-ce que tu connais le jeu de la canette russe ? Non, vraiment pas. C'est un jeu que t'as inventé? Non, c'est un jeu qui est Un assez... jeu de beuverie. C'est un jeu assez sympathique que je conseille à tous vos auditeurs de pratiquer. Tu prends 6 canettes strictement identiques. OK. D'accord ? Il y en a une que tu secoues très 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 fort. Chacun des participants va en prendre une au hasard, on les mélange, et tu dois te l'ouvrir dans l'oreille. Et boy, Voilà, c'est la canette russe. OK. Ça doit pas faire du bien, pareil. Un coup de J'aurais pris canette dans l'oreille. le nez. Eh bien, merci pour Hey, ce jus de santé. pomme. Ouais, santé. Et c'est vraiment Avec de la modération. microbrasserie québécoise. Donc, Santé. C'est parfait. ça fait du bien en plus Ah, après c'est une très bien. grosse journée. Ouais, là. j'ai beaucoup jasé. Ouais. Donc, Donc, Bruno, on a une portion entrevue régulière. On va te poser des petites questions Ok. pour apprendre à te connaître un petit peu, parce que c'est pas tout le monde qui te connaît, même si des fois on a l'impression que tout le monde te connaît. Il y a encore des gens qui te découvrent. Ouais. les pauvres. Puis après ça, on va avoir un petit quelque chose. Donc, tu es au Délirium Ludique à Québec depuis quelques jours. Et je crois que dans ta vie, à un moment donné, quand on s'est parlé, Bruno, tu as décidé de choisir le Délirium Ludique cette année au lieu d'aller à l'Essen. Exactement. Donc, l'Essen, qui est la plus grosse convention de jeux au monde en Parce que Allemagne. c'était pas possible pour moi de faire les deux. Et voilà. Ouais. Et pourquoi? Pourquoi es-tu ici? Pourquoi tu as choisi le Délirium Ludique à Québec? Pour le plaisir. Le plaisir. Moi, je bois à ça. le C'est-à-dire plaisir. qu'en fait, j'aime beaucoup Essen, hein, c'est pas le problème, mais Essen, je crois que le premier que j'ai fait, ça doit être 2001. Et en dehors de l'année pandémique, je les ai tous faits depuis. Donc j'y suis allé plus de 20 fois, ou 20 fois à peu près. Et puis maintenant, pour moi, c'est devenu une sorte de routine. Alors j'ai plaisir à y aller, j'ai plaisir à retrouver les copains, j'ai plaisir à rencontrer les joueurs qui se déplacent, mais c'est quand même devenu une énorme machine, c'est 150 000 visiteurs, Ouais. à peu près, je pense. Un petit peu plus que Délirium. Peut-être un petit peu, à peine. À peine. Ce qui veut dire que quand tu fais une séance de dédicace, par exemple, en fait, tu finis par signer des boîtes à la chaîne. Et c'est très agréable d'avoir ce contact avec les gens, mais finalement, j'ai du temps pour personne. J'ai du vrai temps pour personne. Ouais. Et moi, je suis quand même attaché au partage du temps, au partage de vrais moments avec les gens. Et Essen ne sera pas remplacé. Je vais y retourner, bien entendu. Inquiétez-vous pas, il va revenir. Mais cette année, quand la proposition est arrivée, que c'était une proposition totalement inattendue, je me suis interrogé, je me suis dit, je fais quoi ? Parce qu'en fait, il s'avère que c'est pas la première fois que je viens au Québec non plus. J'ai eu l'occasion de faire deux fois les jabs, etc. Puis j'étais déjà venu avant, justement pour travailler avec Hilo, qui distribue une grande partie de mes jeux. Ils sont devenus des amis. Et donc du coup, je me suis dit, j'ai le goût d'y aller parce que en fait, je vais retrouver des gens que j'aime bien, des amis, plus tous ceux que j'ai déjà croisés au jab, etc. Et retrouver le goût de partager des vrais moments
avec un petit peu de temps pour chacun, sur un événement comme celui-là, à un endroit où j'ai toujours été accueilli de façon formidable, je me suis dit, allez, cette année, on va zapper Essonne, et c'est pas grave. Puis on l'a vu cet après-midi, tu as eu ta première séance de dédicace personnalisée au Délirium. Il y avait quand même 4 personnes. On a fait ça très intime dans un petit salon privé. On faisait rentrer un petit groupe de personnes à la fois. Tu avais le temps de jaser avec les gens. C'était cool parce que je dois dire, c'est la première fois qu'on me propose cette façon de faire. Et j'avais jamais imaginé ça, en fait. Et j'ai trouvé ça très agréable. Alors, je sais pas, il faudra voir les gens qui ont participé, si eux s'y sont retrouvés aussi. Mais ce moment, finalement, où on se retrouve comme à la maison autour d'une table, moi, ça me va parfaitement, en fait. Ouais, puis disons qu'il y a de la jasette, là. Tu sais, Bruno, il est capable de nous entretenir une petite foule comme ça. Les gens ont rigolé du début jusqu'à la fin. Ça a été vraiment le fun. D'ailleurs, on n'était plus sûr que c'était Bruno. À un moment donné, il disait que c'était un clone, un agent secret. Plein de choses. C'était bizarre. Fallait être là. Mais c'est vraiment le fun de pouvoir... Parce que c'est intimidant quand même, les premières fois qu'on rencontre... on se le cachera pas. Moi, je te considère comme une sommité quand même dans le domaine des jeux de société avec l'expérience. Oui, je pense que oui. Mais puis, pour nous qui est dans le monde ludique depuis un bout, c'est quand même intimidant. Puis vraiment, c'est quelqu'un de très accessible. Oui, mais de toute façon, il n'y a pas lieu de se prendre pour quelqu'un d'autre. Moi, j'ai la chance, enfin les jeux c'est ma passion, créer des jeux c'est ce que j'aime faire, j'ai la chance de pouvoir aujourd'hui le pratiquer à temps plein, j'ai la chance de pouvoir en vivre, ce qui est quand même assez exceptionnel. Oui, effectivement. Mais en quoi ça doit te rendre différent des autres joueurs et ainsi de suite. En fait, moi je suis un joueur passionné, comme vous êtes des joueurs passionnés, vous avez décidé vous de faire quelque chose, une chaîne, etc. Donc c'est pas rien non plus, et je veux dire en quoi être auteur, ça serait plus important que ça. Pourquoi ce que vous faites vous, pourquoi ça serait plus important que d'être simplement joueur, ainsi de suite. Non. Moi, ce que je viens autour d'une table, sur un salon, sur un événement, sur un salon ludique et ça, je viens rencontrer finalement des gens avec qui j'ai des valeurs communes, puisque si on aime ça, c'est qu'on a des valeurs communes, et je viens partager un moment avec eux à égalité. Après, je suis content qu'on vienne vers moi pour me dire j'aime bien ce que tu fais, parce que forcément ça me nourrit, c'est très agréable. Mais en aucun cas, il faut qu'il y ait une hiérarchie, ça n'a pas de sens. Puis ça se sent, puis c'est ce qui est très agréable. C'est vraiment le fun de passer un moment avec toi, puis les gens ont vraiment trouvé ça très très bien. Fait qu'on te laisse une gorgée de questions. Ouais. et normalement, au 4e jus de pomme, je suis très drôle. C'est bon. Fait que je vais y aller avec une première question. Parce qu'avant, c'était pas des questions. Non, c'est des introductions. C'est ça, on a toutes sortes de formes de questions. Ouais, je suis pas très familier avec le Québec, c'est pour ça. Comme auteur, est-ce que tu as un mot à dire au niveau du visuel? Tu sais, mettons... Alors, on va parler déjà de la généralité, puis ensuite on parlera des cas particuliers. Un jeu, il y a le matériel, la charte graphique, il y a la mécanique, le moteur du jeu, et puis il y a la thématique. La mécanique du jeu, tout ce qui concerne les règles, c'est le domaine de l'auteur. Il est bien évident que lorsqu'on propose un jeu à un éditeur, il faut être ouvert à le faire évoluer, parce que nous, on a proposé une réponse qui est à peu près là, puis peut-être que l'éditeur, il va te demander de l'amener peut-être plus vers un public plus familial, ou plus enfantin, ou plus expert, etc. Donc on peut faire des ajustements de règles, et du moment que ça fait du sens pour toi, ça aussi, dénature pas, là. Et que ça correspond à ce que tu as envie de faire, il est bien évident que oui, ça serait dommage de dire non, c'est comme ça qu'il faut que ce soit, et puis voilà. Donc il faut être ouvert à ça, et j'ai aucun problème avec ça. Par contre, c'est définitivement l'auteur qui a le final cut sur les règles. Okay. Si on n'est pas d'accord qu'on veut aller au même endroit, ne travaillons pas ensemble. Okay. Donc c'est... De l'autre côté, il y a tout ce qui concerne le matériel, à quoi ça va ressembler, c'est-à-dire quel type de matériaux, est-ce qu'on met du carton, du plastique, du papier, que sais-je, du bois, enfin voilà. Des miniatures. Exactement. Et la charte graphique, le prix, est-ce qu'on fait un jeu à 25 €, à 35 €, etc. Enfin, tout ça, c'est des vrais choix éditoriaux. La charte graphique, c'est-à-dire l'illustrateur, bien évidemment que ça appartient à l'éditeur. Okay. Pour une raison très simple, c'est que c'est lui qui paye. C'est lui qui investit son argent, et quelque part, c'est son logo sur la boîte, et à un moment donné, c'est son identité à lui. Alors évidemment, qui impacte aussi la mienne, mais c'est avant tout son identité à lui. Donc l'éditeur, c'est sa responsabilité, il a le final cut.
Ça, c'est la généralité. Moi, il s'avère que j'ai une sensibilité particulière par rapport au look. C'est-à-dire que les visuels, pour moi, c'est quelque chose de très important. Oui. Et, alors, je ne vais pas choisir à la place de l'éditeur, mais j'apprécie d'être partenaire. J'apprécie d'être consulté. De la même façon qu'il va peut-être me demander de modifier des règles, etc. Moi, je veux dire, peut-être que là, j'apprécie d'être au moins écouté. Je suis pas forcément entendu, mais je vais être écouté. Non, mais j'apprécie de pouvoir m'exprimer sur qui on choisit, sur mais cette image, etc. Voilà. Et après, ce qui me permet de porter le projet jusqu'au bout. Et après, il y a des éditeurs à qui je ne présente pas mon travail. Pas parce que je trouve que ce qu'ils font, c'est mauvais, mais parce que ce qu'ils font ne me correspond pas. Et comme je sais que leur charte graphique, par rapport à ce qu'ils font, ils vont aller dans telle ou telle direction, puis que moi, ça ne me parle pas, le mieux, c'est de ne pas rentrer en conflit, et puis de dire, non, je ne présente pas mon travail. Et la dernière chose, excuse-moi, c'est la thématique. La thématique, elle, ce n'est ni l'auteur, ni l'éditeur qui va décider. Il faut que ce soit... Non, il faut qu'on ait envie de raconter la même chose. OK. Parce que... Je vais prendre un exemple volontairement provoquant, comme ça on sera d'accord. On va couper s'il y a de quoi. Non, mais je fais un jeu de train, etc., machin truc, etc. Puis on me dit, mais ça serait bien pendant la Seconde Guerre mondiale en transportant des personnes, et puis ça s'appellerait Les Aventuriers du Reich. J'ai peut-être pas envie, en fait. Enfin, tu vois, je veux dire, ça peut... Le thème... Ouais, non, mais je parle d'un truc qui est volontairement gênant, qui est très gênant. Moi, il y a des choses que j'ai pas envie de porter comme thématique, comme message. Je sais pas, mais je vais prendre quelque chose de beaucoup moins segmentant que ça, parce que là, on a dépassé le point de Godwin immédiatement. Mais, je veux dire, je sais pas, si tu veux, tu fais des trucs avec du fast-food et ainsi de suite. Moi, je sais pas si par rapport à ma façon de manger ou mes valeurs culinaires, j'ai envie d'avoir ça dans un jeu. Tu vois, si t'es végétarien, mettons. Ouais, c'est ça, t'es vegan, exactement. Ouais, exactement. Donc, il faut que moi, je me sente à l'aise avec ce qu'on raconte. Et pour autant, là, je suis ouvert à ce qu'on change. Typiquement, Cléopâtre et la société... pas Cléopâtre, n'importe quoi. Five Tribes. La thématique initiale, c'était l'Égypte antique. Mais bon, Days of Wonder, ils avaient déjà fait justement Cléopâtre, donc ils disaient non, il faudrait qu'on change. Et après, on est tombé d'accord sur le fait de faire les Mille et une nuits. Mais ça a été une discussion. Et ces discussions-là, moi, je peux qu'inciter les auteurs, s'il y en a qui nous écoutent, à les avoir en amont. Et pas à d'abord se dépêcher de signer un contrat, puis se rendre compte finalement 1 an plus tard, quand on commence à travailler sur le jeu, qu'on n'a pas du tout envie de faire la même chose. Ce qui génère des tensions, etc. Donc, plutôt... Posons les choses calmement, regardons où est-ce qu'on a envie d'aller à tout point de vue, en respectant chacun dans ses prérogatives, les mécaniques pour l'auteur, tout ce qui concerne la réalisation et l'habillage en ce qui concerne l'éditeur, la thématique, on se met d'accord, et puis après, si on est d'accord, on signe et puis on fait. Des fois, le visuel qui va être implémenté dans le jeu lui-même pourrait influencer aussi le jeu, la règle de jeu. Alors bien sûr, c'est plutôt différemment, comment dire, comment dire, la bonne adéquation entre le visuel et le gameplay, c'est très important. C'est-à-dire que moi, je vais parler de la lisibilité des informations nécessaires à la prise de décision. Il est bien évident que le matériel doit être joli, mais si je dois arbitrer entre du joli et là, les informations dont j'ai besoin pour prendre une décision rapidement doivent être lisibles, je vais toujours privilégier le lisible. Parce qu'en fait, un jeu très compliqué peut devenir évident si, en fin de compte, l'ergonomie, si l'iconographie a été pensée, est immédiatement repérable, etc. Et à contrario, un jeu très simple peut devenir une bouillie infâme avec des prises de décision complexes, parce qu'en fin de compte, la charte graphique fait que tu cherches les informations sur un œillet, tu sais pas où elles sont, etc. Alors, on s'entend dans le livre des règles. Ouais, ou même sur le matériel, tu vois pas où c'est. Et donc, du coup, ça, je pense que l'ergonomie, c'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler. Voilà, ça, c'est important. Là, Bruno, est-ce que tu as bu un petit peu de jus de pomme? Là? Ouais, tu commences à être détendu? Ouais, je suis super détendu. Ok, parfait. Parce que là, je vais te poser une question, puis je voudrais que tu sois honnête avec nous. Non. Est-ce qu'il y a un je suis français, jeux... hein. Ah, ok. Je peux pas être honnête. Ok. Est-ce qu'il y a un de tes jeux que tu voudrais faire différemment? Bien sûr, il y en a plein. Plein? Okay. Déjà parce que en fait, mes premiers jeux, ils ont été publiés il y a 20 ans. Et par rapport à il y a 20 ans, mes envies ont évolué. Peut-être que aussi... j'ai plus de métiers, entre guillemets, et puis je pense que le marché a énormément évolué aussi. Et il y a des jeux, si je les refaisais aujourd'hui, j'aurais le goût de les refaire aujourd'hui, mais je changerais des choses. Et puis il y en a d'autres où je changerais rien. Ça va dépendre. Mais typiquement, tu vois, moi, mon tout premier jeu que j'ai créé, c'est pas le premier qui est sorti, mais c'est le premier que j'ai créé, il s'appelait Symphonie Loi.
OK. Ben, aujourd'hui, sans foi ni loi, moi j'aurais le goût de le refaire. Mais si je le refaisais, je le referais pas comme ça. Différemment. Actuellement, j'ai des projets qui sont en cours. Ben, si on prend un jeu qui est sorti il y a 3-4 ans peut-être, qui s'appelle Jurassic Snack. Ouais. Jurassic Snack, en fait, c'est un retravail de Guerre Bay, qui est tout mon premier jeu travaillé OK. et publié. Et donc forcément, je l'ai refait, mais je l'ai pas refait pareil, parce que en fin de compte, je me suis rendu compte que c'était mieux de le faire Un autrement et petit tout ça. update, dans le fond. Là. Voilà, si un jour il y a une version 2 des Chevaliers de Table Ronde qui sort, Oui, t'en parlais. elle est largement retravaillée en compagnie de Serge avant sa disparition. Il est évident que le game system aura évolué parce qu'on peut pas laisser ce qu'on avait fait en l'époque en l'état. Donc j'ai aucun problème à dire qu'il y a des choses qu'aujourd'hui je referai pas de la même façon. Ouais. À l'époque c'était bien. Ouais. Aujourd'hui ça n'est pas forcément suffisant. Le jeu, comme tout le reste, ça évolue. C'est ça. Et voilà. OK, c'est bien. Je te laisse prendre une gorgée. Non, vas-y. Est-ce que tu as une mécanique préférée Non, dans le jeu? j'ai pas de mécanique préférée parce qu'en fait une mécanique ce n'est qu'un outil. OK. C'est-à-dire qu'en fait, si on raisonne en termes de qu'est-ce que c'est qu'un jeu c'est un ensemble de mécaniques, plus une thématique, plus un matériel spécifique à ce jeu-là. En fait, tous ces trois éléments-là ne sont que des outils pour nous, auteurs, pour créer une expérience ludique, pour créer des émotions, pour créer des choses qui se passent dans la tête des joueurs pendant la partie. Donc, en fin de compte, je n'ai pas une mécanique préférée, je vais aller chercher ou créer la mécanique dont j'ai besoin par rapport à là où est-ce que j'ai envie d'amener les joueurs. Est-ce que ça veut dire que, mettons, moi j'aime bien les worker placement ou les deck building, mais dans le fond, si je reprends un peu tes paroles, c'est probablement que j'ai ça comme préféré parce que j'ai joué un jeu qui m'a amené les bons sentiments. Parce que quand tu pratiques ce genre de mécanique, ça te génère une satisfaction, parce qu'on parlait de satisfaction dans ce cas-là, par rapport au choix que tu as à faire, ainsi de suite, et ça va te générer ce genre d'émotion qui fait que tu as envie d'y retourner, parce que tu te sens à l'aise avec, parce que tu te sens rempli de ça, et peut-être que parce que quand tu réussis, tu te sens malin, et voilà, donc, ou tu vas vouloir chicaner l'autre en worker placement pour lui prendre la bonne place, etc. Donc c'est ce genre d'émotion qui te plaît, donc ce type de mécanique va te correspondre, tu vois, mais il ne correspondra pas à quelqu'un qui peut trouver ça trop agressif, ou qui va être perdu dans ses choix, ou enfin, tu vois, Et donc moi, je vais chercher les mécanismes qui me conviennent par rapport à ce que je veux générer. Ok. Voilà. Donc j'ai rien de vraiment préféré, et je vais chercher l'outil ou créer l'outil dont j'ai besoin en fonction du moment, en fonction du projet. Tu fais beaucoup de jeux très compétitifs, beaucoup de jeux duels, tout ça. Est-ce que tu aimes les jeux coopératifs? Assez peu. Assez peu. Alors il y a des exceptions, bien évidemment. Ouais, comme les chevaliers. En fait, comme la chevalier, mais par contre, quand on a commencé à travailler sur les chevaliers de table ronde, la première chose que j'ai dit à Serge, j'ai dit, mais on mettrait pas un félon? Ouais, c'est ça. Il m'a dit, mais Bruno, attends, il me dit, on fait un coopératif ou on fait un compétitif. Je veux dire, on va pas faire les deux. Enfin, il faut faire un choix. Mais je dis, ouais, mais quand même, ça serait pas obligé. Peut-être qu'on serait coopératif, mais peut-être que de temps en temps. On va le mettre en option. On me dit, je vois pas trop comment ça peut marcher. Je dis, ouais, j'ai une idée, moi. Et donc, du coup, en fait, Serge, c'était quelqu'un de très curieux. Donc, au lieu de balayer ça d'un revers de main, il m'a dit, on essaye. Puis après, la première partie, il m'a dit, je crois qu'on va le garder. Donc, voilà. Et donc, et puis pendant longtemps, si tu veux, de façon, disons-le, presque un peu méprisante, de ma part, j'entends, je disais, parce que moi, je suis un compétiteur, vraiment. Et donc, jouer ensemble, j'aime bien, mais voilà, c'est pas forcément, quoi. Tout le temps. J'aime bien la compète. Et je disais, de toute façon, un coopératif, ça n'est jamais que un jeu solo qu'on joue à plusieurs. Ouais, effectivement. Et je dis, d'ailleurs, puis comme c'était quelque chose que je disais régulièrement, soit avec mes d'autres amis auteurs, etc., soit des réponses et des interviews, à un moment donné, je me suis dit dans ma tête, je vais vous le démontrer. Et c'est comme ça qu'on a fait SOS Titanic. Parce que SOS Titanic, c'est quoi? C'est le solitaire, c'est le jeu de cartes de solitaire qu'on peut jouer à plusieurs. Et voilà. Voilà, c'est bien, donc un jeu coopératif, c'est bien un solitaire qu'on peut jouer à plusieurs. Mais évidemment, il y a eu un premier contre-exemple absolument brillant, mais c'est pas étonnant, puisque ça vient de quelqu'un qui est absolument brillant, et il a gagné le Spiel avec, c'est Anabi. Parce qu'Anabi, c'est un jeu coopératif dans lequel tu ne peux pas jouer sans les autres. Tu as besoin des autres. Parce que tous les coopératifs, autrement, tu peux les jouer tout seul. Ouais. Moi, par exemple, l'île interdite, j'en ai fait quelques parties, enfin, j'ai même fait un certain nombre de parties, mais je les ai toutes faites seul.
Parce que j'ai plus le goût finalement dans ce cas-là d'y jouer tout seul que d'y jouer à plusieurs en coopératif. J'aime pas celui qui va prendre le lead et puis va dire tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Ça fatigue. C'est désagréable. Mais après, comme je dis, il y a certains coopératifs sur lesquels j'ai eu du plaisir. Par exemple, j'ai eu du plaisir à faire la première campagne de Pandémie Legacy. Tu vois. Voilà. Tu l'as fait tout seul ou avec, Non, avec je l'ai gens? fait. En fait, j'ai un copain qui l'avait acheté et en fait, il l'avait acheté à condition qu'on se réunisse tous les mercredis matins pour faire une partie. Donc du coup, j'ai fait, j'ai respecté mon engagement. T'as pas eu le choix. Ouais. C'est bon. Voilà, mais sinon, c'est pas mon camp de base, c'est pas mon ADN. Je m'interdis pas d'en faire si j'ai une envie. Mais voilà, j'en ai fait, je crois, 3 sur 150. Donc voilà. Et je travaille actuellement sur... Moi aussi, j'aime le côté compétitif. J'aime ça. J'aime bien quand on se chicane un peu. Ouais. J'aime pas quand on joue chacun dans son coin. Je trouve qu'il n'y a jamais rien qui te donne plus de challenge qu'une autre personne. C'est ce que j'aime aussi. Oui, mais je comprends aussi tout à fait qu'on soit pas à l'aise avec cet esprit de compétition et qu'éventuellement ça te mette à l'extérieur et qu'il y a des gens pour lesquels ils veulent bien se mettre à une partie parce qu'en fait, quand ils perdent ou quand ils se sentent pas au niveau ou ils ont peur de pas faire ce qu'il faut ou d'être moqué, ou enfin moi j'ai déjà vu tout ça, donc eux ils sont beaucoup plus à l'aise sur un truc où on joue ensemble, tu vois. Voilà, donc pour tout ce public là, et c'est un public qui est beaucoup plus large qu'on pense, il y a les jeux coopératifs ont une vraie nécessité, enfin voilà, ils méritent d'être là. Après moi généralement c'est pas là où j'ai envie d'aller, mais avec des contre-exemples. Autre question, tu l'as même abordé, est-ce que tu joues à des jeux solo? Alors, très peu, voire même pas du tout. Enfin, c'est-à-dire que pour moi, si je joue à un jeu solo, je vais plutôt allumer ma console. Ou alors... on est comme ça, nous autres. Ou alors, j'ai une Switch. Tu joues à quoi? Zelda? Alors, Zelda, je l'ai fait, ouais. Enfin, j'en ai fait un bout, ouais. Et là, en ce moment, je joue à un jeu de plateforme parce que je suis vieux, moi j'aime bien les jeux de plateforme. Et je joue au jeu, je sais plus comment il s'appelle, mais avec Disney, dans l'univers de Disney, là, avec Dingo, Pluto, Mini, tout ça. C'est assez cool. J'ai pas de Switch, moi. Voilà, donc je vais plutôt jouer à un jeu sur écran dans ces cas-là. Ou alors, je vais tenter de trouver un jeu, une adaptation de jeu plateau sur informatique dans laquelle il y a eu une AI qui a été générée. Pour moi, un jeu solo... Alors, il s'avère que j'ai fait des variantes solo de certains de mes jeux, par nécessité, d'une certaine façon, parce que là, maintenant... il y a une communauté qui le demande. Il y a une communauté qui le demande, mais soyons clairs aussi, il y en a quelques-uns qui jouent vraiment solo, mais souvent, c'est un alibi pour pouvoir acheter le jeu. Parce que à la maison, on va dire ouais non mais tu vas encore acheter un jeu, de toute façon on va pas y jouer. Ouais non mais je peux y jouer tout seul. Ok d'accord. Donc en fait dans la plupart des cas, faut pas oublier que la version solo c'est avant tout un alibi éditorial. Voilà. C'est bon. Donc voilà, mais j'ai fait quelques variantes solo, mais pour moi si je fais une variante solo dans un de mes jeux, il faut qu'elle réponde à 3 critères. Premier critère, il faut pas que ça change l'expérience de jeu. C'est-à-dire que si tu peux jouer en solo à un jeu, et même si cette variante elle est très bonne, mais que ça devient une expérience de jeu qui est très différente du jeu initial, autant faire un autre jeu. C'est pas, pour moi ça n'a pas de sens. Carrément. Même si c'est bon, je veux dire, mais si tu joues à un autre jeu, autant faire un autre jeu. Quand il y a un autre livret de règles au complet. C'est ça. C'est ça. Deuxième chose, il faut pas que ça devienne une usine à gaz. Parce qu'à un moment donné, si je dois jouer une variante solo et puis que je suis face à une somme d'arborescence, si, machin truc, alors tac, mais si, etc., etc. Enfin, je veux dire, dans ces cas-là, je sais pas. Ça veut dire que t'as des gaz, c'est ça, une usine à gaz? Ouais, c'est ça, c'est comme ça, c'est une expression française pour dire que c'est inutilement trop compliqué. C'est chiant, c'est très chiant. Disons et enfin, la dernière chose pour moi, c'est que tu dois pouvoir perdre contre l'IA. Ouais. Il faut que ça soit majoritairement. Il faut que ça soit dur. Parce que c'est même pas que ça soit dur, mais il faut que tu puisses perdre. C'est-à-dire que si à la fin, simplement, tu obtiens un score qui te dit, voilà, ta hiérarchie dans les résultats que tu peux faire, là, t'as fait 50 points, youpi, t'es un maître, machin truc. Ouais, mais si t'avais fait 62, t'aurais été comme si... Ah, puis là, t'as fait 97, c'est ton high score. Ouais. Le problème, c'est que le jour où les circonstances t'ont été favorables et puis que t'as fait un high score, après, tu sais qu'à chaque fois que tu vas rejouer, t'as toutes les chances de jamais reproduire ça. Donc, pourquoi est-ce que tu vas continuer à jouer, en fin de compte, finalement? C'est pas motivant. Non, effectivement. Donc, par contre, moi, il s'avère que je pratique un jeu solitaire régulièrement, c'est le solitaire.
Vraiment, le jeu de cartes, le solitaire. Parce que tu réussis ou tu réussis pas. Exactement, que j'ai sur ma tablette, etc. Donc si j'ai 5 minutes et puis que je m'ennuie et puis que je me dis allez, ou j'ai envie de changer mes idées, je me fais un petit solitaire. Et ce qui me plaît, c'est qu'en fait, je joue à un certain niveau, parce que tu as des niveaux de difficulté, et en fait, je réussis pas souvent. Mais par contre, quand je réussis, j'ai une vraie satisfaction. Alors que si je réussissais à chaque fois, en fait, ça me ferait chier, en fait. Ben ouais. Non, mais J'arrêterais, exactement. Ouais, ça passerait à autre chose. Et donc pour moi, un jeu de solitaire, pourquoi pas, mais à condition que tout ça soit rempli. Ce qui est le cas dans assez peu de variantes solitaires. J'ai une question spéciale un peu. En fait, de quel jeu aurais-tu aimé être l'auteur? C'est hyper prétentieux parce que si je l'ai pas fait, c'est que j'en ai pas eu l'idée. Mais si je parle d'un jeu qui m'a fasciné et à qui je dois énormément, je pense que si j'avais pas joué à ce jeu-là, je sais pas si j'aurais réussi à franchir le pas de devenir auteur de jeu. OK. C'est parce que j'en avais l'envie depuis longtemps, mais je savais pas par où commencer. Et ce jeu m'a ouvert les portes, m'a ouvert les yeux. C'est Magic, The Gathering. Ouais. Pourquoi ? Parce que en fait, quand tu possèdes, mettons, 800, 900, 1000 cartes, et que tu dois en sélectionner 60 pour faire ton deck, en fait, tu es en train de faire du game design. Il y a un gros travail. Tu es en train de faire... Alors évidemment, si tu prends des listes sur Internet aujourd'hui, truc, etc., tu fais pas de game design. Ça existait Mais pas par contre, maintenant, ça n'existait pas à ce moment-là. Fallait travailler. Et donc, si tu prends tes cartes et que tu réfléchis à comment tu vas agencer... Ouais, parce que tel effet, truc, ça, telle proportion, il me faut tant de terrain de... Et là, en fin de compte, cette création de deck, qui est très très encadrée, parce que du coup, on t'a donné les outils pour le faire, c'est du game design, et c'est pas un hasard si j'ai pu travailler sur mon premier jeu 1 an et demi, 2 ans après m'avoir plongé dans Magic. OK. Donc merci Richard. Ouais, ça, j'allais dire, je pense merci. Je pense que les consommateurs ne te remercient pas, mais... Tu joues combien de parties par semaine, par mois? Alors, il y a eu un temps où je comptais, parce que j'avais téléchargé l'application BG Stats. Ouais. Voilà. Donc il faudrait que je regarde, mais j'ai arrêté de compter pendant le confinement. non, mais parce que je me suis rendu compte... Parce que tu jouais beaucoup ou Non, parce que je me suis rendu compte que ça devenait aliénant. OK. C'est-à-dire où, en fin de compte, cette sorte de gamification de l'action de jouer faisait que tu voulais chercher à remplir des cases, il fallait que j'en fasse plus, j'en ai fait moins, donc j'étais en auto-compétition par rapport à moi-même, ça a duré 1 an et demi tout ça, et en fin de compte ça m'a mis un peu dans une frénésie qui finalement a fini par, toucher un peu mon envie de jouer, si tu veux, parce que je finissais parfois par jouer plus pour les bonnes raisons, mais pour remplir des cases. Okay. Et ça, c'est pas... Je me suis dit, pendant le confinement, je me suis dit, non, ça parle pas du tout, donc j'avais pas... Je sais pas, mais je fais... J'en sais rien, de toute façon, il y a un jeu que je joue tous les jours, déjà... C'est Mo, avec mes copains à midi. Donc au moins un par jour. Ouais, donc je sais pas, je vais faire, peut-être 700, 800, 900 parties par an. Par année, okay. C'est bon. Ouais, à peu près. Une bonne moyenne. Donc beaucoup sont tes jeux, j'imagine, en création. 80%. 80%. Ouais. Après, justement, on va en parler. Après combien de parties tu considères avoir suffisamment testé un des jeux que tu es en train de concevoir? Y a-t-il un chiffre magique? Il n'y a pas de chiffre, parce que ça peut arriver à la première partie. OK. C'est évidemment très rare, mais si je prends un exemple concret et récent, enfin récent, pas si récent que ça, Okia. Okia, c'est un petit jeu à 2 joueurs, etc., basé sur un principe mathématique. Voilà, c'est simple, c'est soit ça marche pas. Donc j'en ai eu l'idée, j'ai fait le proto, et puis tac, ça marchait bien. J'ai fait 2 parties derrière, je me suis dit, de toute façon, non, ça sera jamais pris en défaut, donc ça n'a plus bougé. Donc là, voilà, ça c'est le... Ça, c'est un coup de circuit. Voilà, ça arrive une fois tous les 5 ans. Et puis de l'autre côté, si je prends un autre exemple, à contrario, c'est Cyclades. Cyclades, quand on a travaillé avec Ludo, on a bossé pendant 3 ans dessus. Okay. Alors on n'a pas bossé à temps plein pendant 3 ans dessus, mais là, des parties, on en a fait. Puis il faut du temps, parce que chaque partie, c'est 2 heures. Et donc, du coup, après, il faut débriefer. Ensuite, il faut refaire le matériel. Donc là, ça a un processus itératif qui a été beaucoup plus long. Donc, en fait... J'ai pas de chiffre, c'est difficile de donner un chiffre, c'est une réponse de Normand, mais c'est le nombre de parties nécessaires. Okay. Mais par contre, moi j'ai un indicateur qui me permet de savoir à quel moment c'est. Et cet indicateur, c'est qu'il s'avère que moi je participe à toutes mes parties test. Pourquoi ? Parce que, évidemment que l'avis des testeurs m'intéresse, mais, enfin du moins, ce qui m'intéresse plutôt c'est de les observer. Et puis leur feedback est toujours intéressant à écouter, mais moi je fais mon jeu, je fais pas le leur.
Et donc, tout ce qui va aller dans le sens de « ouais, là, il y a un bug, etc. » ou « ça, c'est pas très intéressant », et on tente de trouver des solutions, oui, ça, je suis d'accord. Mais par contre, ce qui serait, parce que ça arrive souvent quand tu fais du playtest, « ouais, alors moi, j'aimerais bien qu'il y ait ça, ou qu'il y ait ça, ou qu'il y ait ça », et qui rendrait le jeu simplement différent, mais ni meilleur, ni moins bon, ça m'intéresse pas. Non, Donc, ça. du coup, moi, j'aime bien toujours confronter ce que moi, j'ai vécu pendant la partie par rapport à ce que j'entends, ce qui me permet d'emmener le jeu là où j'ai envie de l'amener, moi. Oui, parce que c'est ton jeu. Parce que c'est mon jeu, ouais. Et que c'est important pour moi de faire ça, de faire mon jeu, et pas, pas le jeu des autres. Et donc, à un moment donné, par contre, il s'avère que de façon insidieuse, je me rends compte pendant la partie que je suis plus en train d'analyser ce qui est en train de se passer, mais que je suis simplement en train de jouer en compétiteur. Et quand je bascule dans ce mode-là, je suis en train de jouer pour gagner, et je suis pas en train de me dire, ouais, non, mais là, il faudrait peut-être qu'il y ait un de moins à cet endroit-là, ou tac. À ce moment-là, je me dis, là, c'est bon, c'est que c'est fini, en fait. Ça doit être un piège de. Parce qu'un jeu, on dirait qu'on voudrait toujours l'améliorer, on voudrait toujours le peaufiner pour qu'il soit l'améliorer, parfait. je sais pas, mais un jeu peut toujours être différent. Il faut pas oublier qu'une règle de jeu, c'est une proposition en fait. C'est-à-dire c'est la vision d'un auteur ou d'un groupe d'auteurs à un moment donné, parce que c'est comme ça qu'ils estiment que toi tu dois le jouer. Mais après, de toute façon, t'es bien libre si t'as envie de le tordre un peu comme ci, comme ça, etc. Si tous les joueurs autour de la table sont d'accord pour d'autres conventions, il n'y a pas de problème, quoi. Voilà. Donc ça peut toujours être différent. Et à un moment donné, il faut dire stop, c'est ça que je propose. C'est à ça que je crois. Mais est-ce que tu crois que pour certains auteurs, ça peut être dur de dire stop? Ouais, je pense qu'il y en a qui sont pas capables en fait. Mais peut-être que c'est aussi pour ça qu'ils réussissent pas à publier. Bon point. Une autre petite question, on va aller un peu plus quirky, un peu dans plus... le crunchy. Là. Ouais, un petit peu plus dans le crunchy. Qu'est-ce que tu détestes chez les autres joueurs? L'incapacité à prendre une décision. L'analyse paralysis. Mais non, parce qu'en fait, le problème de l'analyse paralysis, c'est pas le jeu, c'est le joueur. Ouais, clairement. Je déteste les joueurs qui sont incapables de la prise de risque. C'est-à-dire qui veulent absolument en permanence faire le coup le plus optimisé possible. Pourquoi est-ce que je déteste ça? Moi, j'ai aucun souci avec les gens qui réfléchissent et qui ont une vraie profondeur de réflexion. Mais en fait, quand tu regardes ceux qui prennent beaucoup de temps, c'est très rarement ce profil-là. C'est des gens qui sont tétanisés par le fait de se dire « Ah là, je vais faire 13 points, mais peut-être qu'il y a une façon d'en faire 14. » Merde. Il n'y a pas d'argent au bout du compte, là. Non, mais voilà, on partage un moment, évidemment qu'il faut être compétiteur, etc. Et en plus, c'est d'autant plus stupide. Oui, c'est d'autant plus stupide qu'il y a des études qui ont été faites, en particulier au niveau des joueurs d'échecs, de haut niveau. Et en fait, on a observé, en fait, par rapport à une situation... On les a mis dans des situations, parce que c'est de l'analyse pure, là. Ouais. Et en fait, on leur a demandé, par rapport à tout un tas de problèmes, la première idée qui leur venait à l'esprit, et ensuite on les a laissés regarder, chercher tout ça, etc., etc. Et ensuite, c'est même parfois l'ordinateur qui a dit la meilleure réponse à ce moment-là, c'est ça. Et tu vois que dans plus de 90% des cas, la première intuition, c'est le meilleur coup. Donc à un moment donné, faites-vous confiance, jouez tout simplement, quoi. Putain, joue. Voilà. C'est ça que j'aime pas. Ouais, ben c'est un bon point de vue. Il y a une deuxième chose que j'aime pas. Oh, là par contre. Ouais. Là, oh. Mais ça, c'est un comportement lié à certaines personnes autour d'une table. Toujours pareil, c'est la patte humaine. C'est ce que j'aime pas, c'est quand tu joues avec un couple et que l'un des deux va refuser de chicaner l'autre, alors que le jeu l'imposerait d'une certaine façon parce qu'il a un petit peu peur de se fâcher ou ainsi de suite. Il a un petit peu peur de dormir sur le sofa, c'est ça. ça pour moi c'est juste insupportable. Non mais je vais pas. Non Minou, je t'attaquerai pas. Ouais, c'est ça, exactement. C'est bon ça. Ouais. Est-ce que tu as un auteur de jeu préféré? Un auteur qui vient te rejoindre à chaque fois que tu joues à un jeu, tu l'aimes, à chaque fois qu'il sort un jeu, tu as le goût d'y jouer? Moi, de toute façon, je pense que c'est vrai pour mes jeux comme pour les jeux de mes comparses. Je pense que d'abord, on a généralement un spectre qui est assez large. Donc, dire je vais tout aimer de tel ou tel auteur, ça paraît assez vain, en fait. Donc, non, mais il y a des gens dont j'aime bien le travail. Après, moi, j'ai la chance de bosser avec certains d'entre eux. Donc Antoine, forcément, tu vois, par exemple, hein, mais il y en a d'autres au niveau des Français. Mais si je parle d'auteurs étrangers, moi, je suis assez fan de ce que peut faire Rob Daviau, par exemple. Qui fait? On dirait qu'ils sont... J'ai pas d'idée sur c'est lui qui avait fait Risk Legacy à l'époque. Okay. C'est lui qui a quand même inventé l'idée du Legacy. Ouais, hein. ben ouais. Et puis là, il a toute la série des jeux à deux d'affrontement qui est chez Yellow, dont
Uncharted, ça s'appelle? Non, c'est Ah, pas Unmatched. Uncharted. Non, Unmatched. Unmatched, Unmatched. oui, Toute la oui, série c'est d'Unmatched, excellent. par exemple. Oui, tu vois. oui, c'est bon. Il ça. a aussi monté une boîte qui s'appelle Restoration Game, où il refait des jeux, des vieux jeux Oui. anciens, enfin voilà. Oui. Donc moi, j'aime bien Ok. sa philosophie globale et tout ça. Donc dès que je vois qu'il fait quelque chose, T'es je vais pas curieux. forcément tout T'es aimer, curieux. mais je suis curieux d'aller regarder de quoi il s'agit. Ok, Ouais. j'aurais pensé à les Allemands, les auteurs allemands, non? Ça vient pas te chercher plus que ça? Ah, correct, mais pas plus? Bah, il y a des jeux de Knizia que j'aime bien, hein, je veux Ouais. dire, il y a des jeux de Kramer que j'aime bien, il y a des jeux de Friedman Friese que j'aime bien, enfin, etc. Ok. Mais voilà, si, alors pas allemand, mais polonais, j'aime bien le parcours d'Ignacy Trebitschew. Ignacev, Ouais, ouais. Ignacev, c'est ça? Ignacy. Ouais, un truc de même, ok. Bon, voilà. C'est dur à prononcer pour Ouais, nous. ouais, je comprends. C'est bon. Un jeu que tu trouves visuellement magnifique. Alors, bah, il y en a, hein, heureusement. Mettons qu'il sort du lot. On va dire parce qu'ils ont tous leur petit quelque chose, mais des fois, il y en a que on trouve qu'ils sont particulièrement beaux. Ouais, Ouais, qui mais viennent nous chercher au niveau du visuel. J'aurais dû réfléchir avant, celle-là, c'est une question que j'aurais dû préparer, tu vois. Mais On t'avait peut pas couper, fourni les on peut questions. laisser On t'avait réfléchir. pas fourni les Ah, moi, questions. c'est vrai que j'aime bien quand un jeu génère un petit effet waouh sur la table, mais voilà, que c'est au service en plus du gameplay. Je pensais qu'elle allait Moi, je peux te faire dire une confidence. Cléopâtre, la société, avec Non, tout non, le non, char. Mais pendant que tu réfléchis, je vais te faire une confidence. J'adore le travail de Vincent Dutré. À chaque ben, fois qu'il y a moi un aussi. jeu qui va Ouais. sortir, je sais qu'il va être magnifique. Moi là. aussi, mais par exemple, un jeu que je trouve particulièrement réussi, à la fois esthétiquement et à la fois en tant que gameplay, c'est Santorini. Santorini, magnifique, Ouais, oui, Santorini, avec Mr. Cuddington. Parce que là, enfin voilà, il se passe un truc sur la table, Très beau, je trouve ça magnifique. Ouais. Ouais, puis c'est un jeu, en fait, qui est très simple. Ouais, ouais. Mais Ouais. qui ont rajouté une belle couche ça. visuelle, mais sans trop en mettre. Je trouve que Exactement. Ah, il est très- les proportions sont bonnes dans le jeu-là, effectivement. Pour moi, tout est juste dans celui-là, si ce n'est le prix, mais forcément, parce que... Mais peu importe, c'est un jeu que j'ai pledgé, c'est un jeu dont je me lasse pas de jouer, enfin, c'est bien ma cam, ça. Mais visuellement, sur la table, ça claque. Ah oui, vraiment. Et tout le monde, quand tu le mets sur la table, tout le monde a envie d'essayer. Effectivement. Très, très beau jeu. Bon choix. C'est quand ton meilleur moment créatif de la journée, de la semaine, de l'année, c'est quand que ça sort les idées, là, puis tu dis « Ah, je suis productif, c'est bon. Alors, c'est quand tu fais complètement autre chose. » Quand tu vas faire du vélo. Par exemple, mais pas uniquement, mais en fait, pour moi, les idées, jamais je m'assieds à mon bureau en me disant « Ah, il faut que j'ai une idée aujourd'hui, il faut que je... et si j'inventais un nouveau jeu ?» Ça, pour moi, en tout cas, ça marche pas comme ça. Pour moi, les idées, je parle vraiment de l'étincelle initiale. Après, une fois que tu la travailles, là, ça devient du boulot, donc là, c'est différent. Mais l'étincelle initiale, pour moi, elle naît dans un moment de lâcher prise. Dans un moment donné où je suis plus connecté au monde du Quand jeu. l'esprit se met à... Elle joue dans un moment où, effectivement, quand je peux faire du vélo, surtout particulièrement chez nous où ça monte fort, et où ça fait un peu mal, un peu partout d'ailleurs. Moi, je l'ai fait en voiture, c'était Ouais. plus facile. Et donc comment dire, l'esprit humain est magnifiquement fait parce que quand le corps souffre, il a besoin de s'échapper et donc il va penser à des tas de trucs. Enfin, c'est assez étonnant. Donc ça, c'est des moments privilégiés, mais je peux aussi citer le fait de conduire. Quand tu fais un long parcours monotone tout seul, et à un moment donné, d'un seul coup, tu as des idées, voilà. Il y a le moment de la douche aussi, c'est assez étonnant, et en fait, ça peut paraître con de dire ça, mais c'est vrai. Et en fait, tu as même des universitaires qui ont fait des études sur le sujet et qui ont documenté que le moment de la douche est un moment de créativité, en fait. Parce que c'est automatique, tu réfléchis pas à ce que tu fais, tu Exactement, réfléchis à et n'importe quoi tac, d'autre. et à un moment donné, ben voilà, j'ai souvent le Mr. Jack Pocket, Ouais. il est né sous la douche. Et C'est-à-dire voilà. que d'un seul coup, j'étais en train de me doucher, j'étais en train de faire ma comptabilité avant, donc un truc qui est juste pas fun, tu vois, je veux dire, et en fait, d'un seul coup, mais je t'assure, j'ai vu le jeu, quoi, j'ai vu le jeu, je me suis dit, ah! Et tellement je me suis dit, ouais, c'est trop bien. Et j'ai même arrêté tout de suite, en fait, et j'ai appelé Ludo, directement derrière, et je suis retourné finir ma douche après. Ok, c'est ça, je m'inquiétais, là. Non, au téléphone. Non, je voulais dire, j'espérais que tu avais fini de te laver, c'est ça. Même pas. On stoppe ça. On parle Donc voilà, avec les fraîches. donc les moments de créativité, c'est ça. Et Il faut les prendre quand ils passent. il faut les prendre quand ils passent, et je pense que justement, c'est pour ça qu'il faut rester aussi très modeste par rapport à ce qu'on fait. Je pense qu'on est des récepteurs, il s'avère. Et je pense que les idées, quelque part, elles sont un peu dans l'air du temps, parce qu'elles correspondent à tout un tas d'influences qu'on digère tous plus ou moins à notre façon et tout ça, mais que donc enfin voilà, on est tous soumis à ces influences-là, qu'on en ait conscience ou pas, et à un moment donné, elles génèrent des envies, elles génèrent des trucs. Donc finalement,
Ben, c'est pas tant toi que les circonstances du moment et tout ça, sauf qu'on est quelques-uns à réussir à en être des récepteurs et à les mettre en forme. Super. Maintenant, on va parler un peu de notre auditoire, nous, à la chaîne des Deux Pions. 65% de notre auditoire est française. Eh ben, écoute, vous n'avez pas de chance. On ne sait pas pourquoi. 65% de nos auditeurs sont français, de Ouais. France, carrément. Ouais. Ben, on est bien content de les avoir. Fait que, évidemment, tu es français toi aussi. Fait que peut-être ce qu'on s'était dit, c'est que. La question qu'on se posait, ben, pas la question, mais on s'est dit, comment est-ce que tu pourrais vendre à nos compatriotes français le Québec? Eux qui sont jamais venus. Ben, déjà, le Québec, c'est avant tout pour moi, c'est l'accueil. Moi, j'ai toujours vécu ça depuis ma première visite au Québec. C'est l'accueil, c'est la chaleur, c'est la simplicité, et c'est ouais, la sincérité. Et on se prend jamais le chou, quoi. C'est Prendre le chou. ouais. Mais ils vont comprendre. Nous, on ne comprend pas, mais c'est pas grave. Enfin ouais, on rend pas les choses compliquées pour les rendre compliquées. Ouais, Je veux non, dire, c'est toujours agréable, c'est toujours souriant, c'est toujours simple et voilà. Donc cette chaleur-là pour moi, c'est aussi pour ça que je suis là, que je préfère être ici qu'à Essonne cette année. Hein. J'avais envie de ça, vraiment. Super. Ouais. Ouais, c'est le fun. Et là, on tombe. Hey, ça termine la première partie de notre entrevue, première partie de 10. Ah d'accord. Bien. Non, c'est pas vrai. Deuxième partie, on va faire quelque chose d'un peu ludique parce que t'aimes quand c'est ludique, n'est-ce pas? Ouais. On a préparé un petit quiz pour savoir si tu connaissais bien tes propres jeux. Ah Ah! Ouais, je comprends mieux la question de tout à l'heure. Mais on n'a pas été cochon. Bon, toi, tu parlais pas prendre le chou. Nous autres, on dit on n'est pas cochon. Ça Ouais. veut dire qu'on n'a pas été chien, on n'a pas été méchant avec Méchant. toi quand même. Là, tu vas voir. Non. Les questions Parce sont... que ne pas être cochon, ça veut dire ne pas être chien. Donc manifestement au Québec, ils ont un problème avec les animaux. Je sais pas trop. OK. Donc, on a 15 questions. Ouais. On va te poser les 15 questions, puis on va donner ton score sur 15 après. On va espère être que ça. tu vas passer. Ça va être moche. OK. Donc, nomme-nous les 6 guildes du jeu Abyss. Les 6 guildes Oui, du jeu. les guildes. Ah ok, d'accord. Alors, il y a Je les coche. OK, vas-y. Je coche. les militaires, Ouais. il y a les marchands, Oui. il y a les magiciens, Oui. il y On a... va l'accepter. C'est les mages. Ouais, les mages, ça va. Accepter. Il y a les diplomates. Oui. Diplomate. Les diplomates, c'est les bleus. Ouais, mais ouais, t'es ils ont appelles un pas les autre diplomates. nom, mais c'est proche. Ouais. Il y a les ambassadeurs. Oui. Alors attends, il faut que je reprenne les couleurs une à une. Et puis il y a ce que j'appelle moi les paysans, mais c'est les jaunes, c'est Qu'est-ce qu'ils font avec la les paille? agriculteurs, les cultivateurs. Et Culte, voilà. C'est Puis ça. on va laisser l'autre On quand va laisser même. les politiciens. C'est tellement Ouais, près. là, les c'est- diplomates, Il y avait la couleur en plus. C'est quand même pas si pire. Bah, c'est-à-dire qu'en ce moment, je suis en train de travailler sur une version 2 joueurs, hein, une version duel d'Abyss, Oui. que pour l'instant, notre éditeur chicane un peu, va avoir envie de faire, alors que c'est juste trop bien en fait. Ah, mais Et donc, du coup, je suis en train de bosser dessus, donc là-dessus, c'est un peu plus simple. Ouais. parfait. Excellent. OK. Prochaine question. Ah, ça, c'était la plus facile. Ah, ok. Ouais, c'est ça. Place dans l'ordre chronologique les jeux suivants. Donc, c'est-à-dire du plus vieux au Ouais. plus récent. Donc, on a Five Tribes, Mhm, Jamaica, mhm. Cyclades, on parle pas de celui qui n'est pas sorti encore, Abyss, Mhm. Seven Wonders Duel. Alors déjà, Abyss et Five Tribes, ils sont sortis la même année. C'est un piège. Donc ça, Bravo. ils sont sortis en 2014. Fait qu'on va te permettre de les mettre dans l'ordre que tu veux, ces deux-là. Voilà. Ensuite, et puis ils sont sortis vraiment temporellement, ils sont sortis avec très très peu d'écart, et voilà. Une grosse année, hein? Jamaïca, c'est avant, et tu m'as dit, il y a quoi? Cyclades, Seven Wonders Duel. Alors Seven Wonders Duel, il est après Abyss et Cyclades. Ouais. Seven Wonders Duel, c'est 2016. Ça dépend où, hein. Parce que dans les... Nous, on avait 2015. Il va Ouais. parler des locations, là, quand même. Et enfin, c'est l'année Localisation. d'après. Jamaïca, mon souci, c'est plus entre Jamaïca et Cyclades, en fait. Mais je pense que Jamaïca est sorti avant Cyclades. Oui! Oui! Et voilà. 2007, C'est réussi. Jamaïca. Et 2009, 2009, Cyclades, c'est ça, Cyclades. ouais. Je suis pas si mal que ça, quand même. Ça Oui, va bien, quand ça même, va ça super va bien. bien. Ouais. Ben, on va continuer avec Cyclades, tiens. Dans l'ancienne version, la version 2009, Ouais. qui est encore une excellente version. Combien y a-t-il d'îles sur le plateau pour 5 joueurs? J'en sais rien. Je vais te donner un choix de réponse. 7, 10, 13 ou 15?
Alors, On s'est dit que ça devait être mathématique, le choix du nombre d'îles. Fait que... ouais. De toute façon, c'est pas 7, ça c'est sûr. C'est pas 10, ça c'est sûr aussi. Moi, je dirais 15. Malheureusement, Ouais, c'est 13 ouais, la bonne réponse. mais c'est pas... De toute façon, 7, c'est 10, c'était trop peu. Mais ta déduction était bonne. Mais bon, Bon, là, je vais avoir une question très difficile. concentre-toi. Combien y a-t-il de tribus dans Five Tribes? Bah, ça dépend avec l'extension ou pas? Sans d'extension. extension. Jeu de base. Là. Bah, il y en a 5. Bravo! Excellent! Wow, il est fort. Il est vraiment Non, parce fort. qu'il y aurait pu y avoir un piège avec l'extension, où il y en a une 6e, donc... Super. Hein, tu cherchais le piège. Ouais. Hein? On est wise. On est bon là-dedans. OK. Nomme l'un de tes jeux dont le titre comporte une couleur. Bah, Mission Planète Rouge, par exemple. Bravo. Est-ce qu'il y en aurait un autre par hasard? Pour un point bonus, tiens, tu pourrais rattraper ton point que t'as perdu. Est-ce qu'il y en a un autre? Oui, il y en a un autre avec bleu dedans. Et je cherche le titre exact. Ça, c'était Blue Diamond. Oh, on va vérifier. On va demander à nos recherchistes de vérifier. Ah, Blue Diamond. Je ne l'avais pas noté celui-là, Ouais. mais j'avais... Chez Jacques Taléa. OK. T'avais quoi, toi? Gold River. Gold River. Ouais. Pour moi, Gold, c'est moins une couleur. Mais oui, ok. Mais ça marche, je suis d'accord. On avait Mais c'est Mission bon, c'est Red bon. Planet, c'est bon. Ouais. Tu l'as sorti tout de suite, Mission Red Planet, bravo. Bon, celui-là, c'est une petite facile. À chaque fois qu'il dit ça, Ouais, je vois ça. Dans Jamaïca, Ouais. combien y a-t-il d'espace dans la cale pour transporter de la marchandise? 4, 5, 6 ou 7? Pour moi, il y en a 5. Ben, c'est une Bonne bonne réponse. réponse. Excellent. Ben, Je l'avais dit qu'elle était facile. t'es à 5 sur 6 jusqu'à maintenant. Ouais. Ça va très, très bien, pour vrai. Dans King Domino, combien y a-t-il de tuiles comportant de la forêt? Des tuiles avec du verre dessus. Je sais pas. J'ai un choix de réponse. Ouais. 17, 18, 19 ou 20? On est... Bon, au hasard, je vais dire 18, mais... C'est une bonne réponse! Dis pas au hasard, dis que c'est 18, comme ça, tu non, vois, tu l'as eu. ça- Oui, hey, bravo, c'est une bonne réponse, 18. Ça répond à une vraie... Enfin, la répartition des tuiles et des cases, etc. C'est Pour tout répondre à un calculé, 20 est calculé, mais par contre, là, aujourd'hui, le savoir par cœur... Il y a des gens qui jouent avec la fiche derrière, ils ont besoin Ouais. de savoir tout ça, Ouais, moi, je m'en ouais. fous, en fait. Pour Parfait. y jouer, c'est pas important, en fait. Ouais. J'ai hâte de voir si tu vas avoir l'autre, moi. C'est- C'est à toi. C'est toi? Non, c'est à toi, 8, c'est C'est à toi. Ouais. Nommez les 4 couleurs de pions de joueurs dans Five Tribes. Alors, il y a du rose, il y a Ouais. du bleu, Oui. Ouais. il y a du noir, Oui. et... Ça réfléchit fort. Petite gorgée, ça peut aider des fois. Tu sais, quand on fait d'autres choses, l'esprit... Attends. La dernière couleur, c'est quoi? Rose, bleu, noir. L'esprit compétitif qui embarque. Là. Il veut avoir une bonne note à son quiz, je le comprends. Pourtant, j'ai tellement joué. T'as même ouvert plusieurs boîtes aujourd'hui. Ouais, mais les gens m'ont pas donné les Non, pions. c'est ça. Ils m'ont donné le couvert. T'as- tu vois. Non, il faut que je réponde à un truc. De toute façon... Donc, c'est dans le coin de la Floride. Save! Tu fais toutes les choses trop Non, je sais faciles. pas. La quatrième couleur m'échappe, là. Je sais vais ça, donner hein. un indice. C'est ça, hein. Je vais donner un bon indice avec la Floride. Peut-être c'est un indice pour toi, mais pas pour moi. OK. Qu'est-ce qu'ils cultivent en Floride? beaucoup? Ouais. Je sais pas, j'en sais rien, Non, justement. ok. Non? OK, je pensais t'aider. Un Un fruit. fruit. Rond. Couleur. Qui s'épluche. Il y a des quartiers. Ah, si, il est orange. Oui! Ouais. Il est orange. Oui, c'est juste, il est orange, le dernier. Ouais. Mais on Parce que nous, donnera les pas. oranges viennent beaucoup de la Floride. Ouais, nous ici, c'est nos oranges de là, c'est vrai. OK. Alors que chez nous, elles viennent plus volontiers d'Israël ou d'Espagne. Ouais, c'est vrai, c'est plus près, c'est plus près, c'est moins cher. Effectivement. OK. Dans Oricalc. Ouais. Schalke. Orichalc? Moi, je dis Schalke. Ah bon, là, on va s'ostiner là-dessus. Quelle ressource est-il possible de payer pour effectuer une action bonus? C'est des créatures mythologiques. C'est tout?
il faut payer 2, en fait. Donc Ouais. c'est soit les créatures mythologiques, soit tu payes 2 soldats, soit tu payes 2 orichalques. Et voilà, il y en avait 3. Dans le fond, c'était une question pas piège, Ouais. mais il y avait 3 façons d'avoir une action bonus. Ouais. Fait que bravo. Donc 7, on est rendu à 7 sur 9. Ça va super bien. Là, ça achève. on va tomber dans les vrais ou faux. Ça, c'est Vrai ou facile. Tu as une chance sur 2 de l'avoir. Dans Seven Wonders Duel, le château Frontenac est l'une des merveilles disponibles. Alors, écoute, en tout cas, si elle existe, c'est certainement pas grâce à moi. Fan-made, c'est moi qui l'ai dessiné. Ouais, non, pour moi, c'est non. C'est faux, c'est bon. Ouais, c'est Excellent. exactement. Non, mais j'exclus pas qu'un distributeur local aurait pu faire une carte sans qu'on le sache forcément. Donc, tu vois, c'est pour Ben ça. oui. Ouais. Dans Imaginarium, Mhm, il y a 4 bustes de personnages à jouer. mhm. Vrai ou faux? Pourquoi est-ce que j'ai 5 en tête, moi? Je dis faux, moi. Tu dis faux? Ouais. 5 en tête? Ouais. C'est vrai. T'as raison, t'as raison. C'est faux, il y en a 5. Ouais. C'est vrai, c'est faux. Ouais. Ouais, en tout cas. Ouais. Dans l'illustration sur couverture de la boîte du jeu Kanagawa, Ouais. il n'y a pas de bateau. Vrai ou faux? Faux. Donc, tu dis qu'il y en a un. Mm. Effectivement, il y a un bateau. Effectivement. Sur les dés de Dice Town, Mhm. il y a le 10 de pique. Non. C'est faux. C'est C'est le quoi? 9 de pique. Bravo, Ouais, bravo. 10 de cœur. Eh ben, c'est très bon, c'est très bon. Dans Sea Salt and Pepper, Ouais. il y a 6 cartes jaunes. Non, il y en a plus. C'est bon. Il y en a combien, tu dirais? Ça fait partie, c'est une couleur qui est relativement bien représentée, donc je pense qu'on doit pas être loin de 9 ou 10. 8. Ouais. 8, t'étais proche. Bravo. À date, ça va très très bien. Les vrais ou faux, il est fort. Hein? Ouais, vraiment. La dernière question, le dernier vrai ou faux. Ouais. Il existe une carte de Dice Town avec l'un des 2 pions dessus. Avec l'un des 2 pions dessus. Nous, on est les 2 pions. Nous sommes les 2 pions. Donc, Ah ouais. il existe une carte de Dice Town avec un des 2 pions dessus. Vrai ou faux? Ah bah je dirais faux. Moi. Malheureusement, c'est On vrai. va la montrer. Il est sorti, là. Oh, oh. Ouais, mais c'est toi. Ah, c'est toi. Ah Attends. oui, c'est Eh moi. oui, c'est lui. Faite par Pierrot en personne. Bien. On les avait fait faire pour le jab. Ah voilà, bon, ça j'ai jamais su ça. toi. Ça s'est fait dans ton dos. Ouais, exactement. Faut que tu réclames des royautés pour ça. OK, donc, ton score final, Bruno, 12 sur 15. Bah, c'est pas si C'est mal. très bon, c'est très bon, honnêtement. On- Alzheimer on est pas a tout à fait pour Ça a nous. été difficile. On a mis des affaires mathématiques. Ah, il y avait des choses compliquées, mais écoute, non, moi je trouve que c'est une très très bonne note. Bravo. Félicitations, Bravo. tu connais Ça fait bien les plaisir. jeux que tu as créés. Ça tombe bien. Ouais. Oui, ça tombe bien. C'est rendu le dernier segment de notre entrevue. On voulait que tu prennes un petit peu le temps de parler de tes nouveaux projets, ce qui s'en vient pour toi dans le futur, sur quoi tu bosses présentement, les prototypes, ces choses-là, qu'est-ce qui arrive dans le futur pour Bruno Catala? Ah, alors, ce que je peux dire. Ouais, ce que tu peux dire, Ben évidemment, ouais, parce que ouais. les Mais il parle avocats... des petites exclusivités. Ouais, que les avocats sont juste là-bas. Non, il y a des choses dont je peux pas parler. Mais déjà à très court terme, maintenant, d'abord j'ai l'extension de Sea Salt and Pepper qui vient de sortir Oui, chez ouais, nous, ou qu'on qui l'a en va arriver ici, Ouais. que vous avez en exclu. Oui, Voilà. oui, exact. Et donc pour moi ce jeu c'est une aventure vraiment top. Je suis très content du succès qu'il a, les gens le jouent. Enfin Mais ça a été un coup de cœur des Ouais, deux pions. on a ouais. vraiment aimé. Et donc l'extension, elle propose 8 cartes de plus, juste 8 cartes, et puis qui sont bien le fun aussi. Donc voilà, Vraiment ça d'essayer ça. n'a pas d'autre prétention que de rajouter du fun et surtout pas de modifier vraiment l'ADN du jeu. Tu vois. Donc voilà. Ensuite, j'ai un projet qui me tient particulièrement à cœur qui va arriver sur le marché qui s'appelle Donuts. Oui, Parce que je suis un fan de jeux abstraits pour 2 joueurs et pour moi, en termes de game design, ce jeu-là, je considère que c'est ce que j'ai fait de mieux. Oh, quand même. Oui, parce que en fait, si tu veux, ça sera très clairement probablement pas, ça sera certainement pas mon jeu le plus populaire, le jeu qui générera le plus de ventes, etc. Par contre, en termes de game design, pour moi, faire un jeu abstrait pour 2 joueurs de bon niveau, c'est une sorte de Graal. Parce que ça doit avoir des règles simplissimes qui s'apprennent en 3 minutes, et avec une profondeur de jeu où quand tu as fait 200 parties, tu dois
pas être lassé, tu dois avoir, si tu aimes ce genre de truc, tu dois pouvoir avoir envie de continuer à t'y consacrer. Et chez moi, ce jeu-là, il génère ça. Okay. Vraiment. C'est-à-dire que quand j'y joue, et j'en ai fait, je sais pas, peut-être une quinzaine de parties aujourd'hui, quand j'y joue, c'est jamais un effort. Et j'y joue encore et encore avec ça. Et il se passe des choses, quand je parlais il faut générer des émotions, des choses. Ouais. Moi il se passe des choses dans ma tête en tant que joueur qui sont juste, mais voilà, c'est ma cam à fond. Et voilà, et je suis content parce que moi j'avais envie de faire des jeux abstraits pour 2 joueurs depuis tout le temps en fait, mais c'est pas, en fait, faire des systèmes compliqués c'est simple, parce qu'il suffit d'être besogneux. Tu vas avoir tout un tas de leviers à ta disposition et de façon très besogneuse, tu vas prendre le temps nécessaire. Et itération après itération, tu vas réussir petit à petit à amener le jeu là où tu as envie que la réponse soit pour le joueur. Quand tu fais un jeu comme Donuts, tu as très 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 peu de levier à ta disposition. L'idée, elle doit être pure, et les idées pures, elles existent déjà, pour la plupart d'entre elles. Et donc faire quelque chose qui est vraiment au niveau et qui a une chance d'être sur le marché, c'est pas simple. Après, signer un jeu abstrait, c'est pas simple. Donc je suis très 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 content que ce jeu arrive. Il me tient particulièrement à cœur parce que j'ai lutté vraiment pour réussir à le faire exister. Et c'est un jeu qui me remplit, moi. Donc après, j'espère réussir à le partager. J'étais long sur ce jeu-là. Voilà. Et aussi, pareil, à très court terme, arrive Moonriver. Ouais. Moonriver, c'est un King Domino game system. C'est-à-dire que... Je l'ai essayé tout à l'heure. C'est-à-dire que si tu prends la tuile la plus faible... tu auras le meilleur choix derrière, etc. Enfin, ça, c'est l'ADN de King Domino. Sauf que il y a 2 twists. King Domino, c'est quoi ? On assemble des dominos, ça génère des champs colorés qui vont te marquer un nombre de points qui est le nombre de cases fois nombre de couronnes. Moonriver, il n'y a plus de dominos, il n'y a plus de couronnes. Oh. Et donc, à la place des dominos, il y a quoi ? Il y a des pièces de puzzle. Et tu vas récupérer des pièces de puzzle que tu peux plus ou moins stocker. Et à un moment donné, c'est toi qui vas fabriquer tes dominos avec les pièces de puzzle. Donc déjà, ça, c'est un premier twist qui fait que ça change complètement ta vision. C'est presque un King Domino Legacy, en fait, d'une certaine façon. Rejouable. Exactement, rejouable. Et les couronnes ont été remplacées par des meeples vaches. Okay. Vaches que tu vas pouvoir déplacer grâce à des cow-boys. Donc c'est un peu comme si tu avais des couronnes mobiles que tu vas tenter de mettre dans les champs les plus valorisants. Et du coup, ça donne un jeu qui fait pas double emploi, qui est un petit cran au-dessus en termes de stratégie que le King Domino de base, mais sans être complexe comme le Queen Domino. Il est vraiment juste au-dessus. Et puis, voilà, je suis très content de ça. Donc ça, c'est mon court terme. Après, en début d'année prochaine, au moment de Cannes, donc février, j'ai un jeu qui s'appelle avec... alors, déjà, pour préciser, Donuts, je l'ai fait seul. Extra Salt pour Sea Salt and Pepper, c'est évidemment avec Théo Rivière. Et Moonriver, c'est avec un ami à moi, auteur, au Savoyard lui aussi, un auteur des montagnes qui s'appelle Johan Servet. Et puis c'est votre première collaboration ? Ouais, okay. C'est notre première collaboration. Ouais. Et l'année prochaine, donc, j'ai Solstice qui va sortir chez Lumberjack, qui est un petit jeu de tuiles très zen, très sympathique, et que je fais avec Corentin Lebras. Okay. Et puis après, j'ai plusieurs prototypes sous le coude. J'ai ce fameux Abyss Duel qui s'appelle Dark Waters, que j'invite les gens à venir jouer là sur le truc. J'ai un jeu qui s'appelle Central Park, dans lequel on va construire les buildings autour de Central Park, là, sur lequel on vient de faire une partie. Qu'est-ce que j'ai encore comme proto j'ai des trucs et des machins, quoi. T'en as toujours plusieurs en cours en même temps. Moins qu'avant, parce que j'ai décidé réellement depuis quelques temps de lever un peu le pied. Parce que je vais avoir 60 ans dans un mois, voilà. Et puis je pense qu'à un moment donné, je suis à un stade où je peux un peu profiter de la vie, je peux m'octroyer un peu de temps. J'ai beaucoup donné. Et alterner des périodes, à la fois de continuer à travailler dans cette passion et puis à continuer à faire ce que j'aime, c'est pour moi important. Mais je me dis que si je veux profiter un peu, c'est maintenant aussi. Avant qu'il soit trop tard. Et donc du coup, voilà, je fais moins de jeux, je fais moins de présence salon, j'ai décidé de me faire plus plaisir, et puis voilà.
Il y a un jeu qu'on a kickstarté tous les deux qui s'en vient aussi, il y a Cyclade. Cyclade, c'est à la fin de l'année prochaine, effectivement, tout à fait. Hâte de mettre la main là-dessus. Ouais. Ben Bruno, merci beaucoup de ton temps. Tu es très généreux de ton temps. Ça a été fort sympathique. J'espère que tu n'as pas trouvé ça trop déplaisant, les questions, les questions un peu. Non, c'était cool. Parfait. Ouais. Puis on te souhaite une bonne fin de délirium, un bon séjour au Québec. Tu repasses nous voir quand tu veux, évidemment. Ouais. Puis, merci pour le jeu. Hey, chill. Ouais, chill. Chill. Salut tout le monde. Ciao.